cet après-midi. Alors, on va donc proposer à Fabienne de démarrer sa présentation. Euh, Fabienne me suggérait de donner la parole aux étudiants pour la question sur les EPI, mais on va reporter ces éventuelles questions sur les EPI de la part des étudiants, dépêchez-vous de les préparer, à la partie transverse après la présentation de Fabienne et du débat dans l'échange spécifique. Merci Patrick. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous connaissez le milieu européen pour les travailleurs, travailleuses, les sportifs, les sportives et tout à chacun? L'eau. Voilà, ça commence par ça déjà. La première manière de se protéger et d'être en forme et de pouvoir être résilient au travail, ça commence par l'eau. Donc pour ça déjà que nous avons demandé d'avoir un petit peu d'eau comme cette matinée. Donc bonjour à tous, je vais essayer de vous emmener dans une enquête collective qu'on a menée ici dans le Bordelais il y a quelques années. Et j'ai appelé cela caractériser ensemble les expositions, notamment aux pesticides, mais pas que. Donc je vous amène dans le projet qui s'appelle Prévexpo, prévenir les risques ensemble en milieu viticole à partir des conditions réelles d'exposition. Donc ce que vous voyez là, c'est comment on peut réunir autour d'une table, d'un champ, d'un tracteur, différents acteurs sur le terrain. Et c'est ce que je vais vous présenter, comment on l'a fait et qui ensemble. Donc, on a créé, ça vient d'un concept que je vous présenterai après, la communauté élargie de recherche, mais je le présente juste après. Donc, c'est une approche plutôt ergotoxicologique. On en a parlé tout à l'heure avec Alain Guergou qui était là au départ. On dirait quelques mots et je pourrais préciser ça à la fin de la présentation. Je vais essayer de vous montrer ce que c'était, cette approche. Et en tous les cas, nous, on cherchait, celle-ci était centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs. Donc, ça vient à la fois de la recherche et comment on peut accompagner les personnes à se déployer en utilisant des outils des laboratoires habituels, faire avec les personnes pour ensemble caractériser ce qui leur pose problème. Donc, ça consiste à une mise en commun déjà des connaissances et des outils, comme je le disais. Et là, dans ce projet-là, on peut mener ce type de projet dans d'autres communautés, on va dire, c'était de documenter les expositions réelles qu'Alain Garrigou a rappelées, qui étaient recommandées par l'ANSES, c'est-à-dire pas celles qui sont dans les conditions contrôlées, on parlait de Ludovic, mais celles qui se passent dans les conditions d'usage réel des produits et du vécu aussi des personnes, puisque les agriculteurs, on parlait au-delà des utilisateurs, les agriculteurs, agricultrices, sont des personnes aussi qui vivent sur les exploitations, qui ont des enfants, et ils sont doublement, on va dire, victimes de cette situation. D'analyser ensemble les déterminants, c'est-à-dire pas juste comprendre comment ils sont exposés, mais ça vient d'où? C'est quoi les conditions de survenue de ces expositions? Et comment on transforme aussi ça? Parce qu'ils en ont marre, on vient toujours travailler avec eux aussi, mais ok, pour diagnostiquer, comprendre qu'est-ce qui pose problème, comment on est exposé, etc. Mais comment on transforme ça? Du coup, je vais vous présenter rapidement quelques acteurs, actrices qui étaient dans cette communauté élargie de recherche. Donc, notamment des professionnels viticoles. On a contacté différents syndicats, puisque c'était en région bordelaise, donc de Gironde, de Nouvelle-Aquitaine plus généralement, de la CFDT, de la FNSEA, de la Confédération paysanne. Ceci pour une construction à la fois sociale et praxéologique, avec, on va dire, comprendre comment les personnes se mettent en action et qu'elles-mêmes puissent produire des connaissances à partir de leur mise en action et sur leur action qu'elles menaient. Donc, avec des syndicats, pourquoi, d'après vous, voilà, on part d'une question de recherche, on va aller la construire avec ceux qui travaillent déjà dessous, qui sont impliqués sur ces questions-là, notamment des caves coopératives. En plus, l'année où on a commencé, en 2017, il y a eu plusieurs caves du Bordeaux qui avaient envie de sortir les produits CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques de leur cave. Donc, c'était un des champs de bataille. Des associations, plutôt de victimes de pesticides, d'agriculteurs, des particuliers. Voilà pour une première on va dire, séquence d'acteurs qu'on a essayé de mettre en enquête ou d'accompagner ou dans tous les cas de construire déjà l'objet, l'étude, la recherche, intervention ensemble. Et puis, pour produire des connaissances sur les expositions et accompagner justement cette enquête collective, on a travaillé avec différents laboratoires qui ont été présentés, donc je ne vais pas revenir dessus, mais en quelques mots, Épicène, sur les expositions, tout ce qui est nuisance environnementale, il y a un laboratoire de l'INSERM,
l'IPHSE qui a été présenté et dont il y a plusieurs étudiants qui sont là, avec toute la partie technique. EPOC qui nous a aidé à faire de l'écotoxicologie, c'est-à-dire voir comment on pouvait mesurer dans l'air ambiant les pesticides. La CARSAT qui nous a prêté des outils. La CARSAT est d'habitude un acteur qui n'intervient pas en agriculture, mais qui a accepté de nous prêter des pompes et de nous aider des pompes pour mesurer aussi sur les opérateurs, dans leur cabine, les produits qui pourraient être absorbés malgré les filtres présents. La BO qui nous a permis de... Là, c'est un acteur privé qu'on a payé pour pouvoir nous aider à analyser les échantillons prélevés. Et puis, il y avait aussi des sociologues, avec l'équipe notamment d'ETIS, d'INRAE, ici sur Bordeaux, qui nous ont aidés pour la mise en enquête des personnes. Je vais présenter ça juste après. Donc, nous étions 3 ergonomes, donc le professeur Alain Derigo et aussi Marion Albert. Je reviendrai sur son travail en fin de présentation. Un toxicologue, un chimiste en écotoxicologie est venu sur le terrain chez les agriculteurs, 2 anthropologues, 2 sociologues et un agronome. Donc, le principal acteur, là, je parle au masculin parce que c'était des hommes dans ce cas-là, 5 exploitations viticoles du Bordelais. Vous voyez à peu près la répartition géographique sur la carte, qui avait des modes de culture et d'organisation variés, on va dire, ou diverses. Et eux qui étaient là aussi pour produire des connaissances, pour nous aider à produire des connaissances sur le risque pesticide, en général, sur les situations surtout à risque, et puis surtout leur transformation, comme je disais tout à l'heure. Et puis aussi s'intéresser au risque pro, c'est-à-dire au-delà du risque pesticide, ce qui les intéressait, ce qui les a fait rentrer dans l'enquête, c'est tous les autres risques qu'ils avaient de pression mentale, de charge mentale et autres qu'il y avait, notamment avec les crèches, les antipesticides, enfin, toutes les personnes qui viennent sonner à leur porte ou tout ce qui se prenne dans les médias. Et comment on fait avec ça? Donc, OK, on va travailler sur cette question. C'est pas facile de vous accepter, vous chercheurs, de venir dans l'exploitation parce qu'on va montrer qu'on est peut-être des pollueurs, mais en tous les cas, on veut travailler sur ce sujet-là, montrer qu'on travaille dessus et essayer de trouver des solutions ensemble. Et on est ouvert à cette question. Il y en a parmi eux, je voulais insister sur ça, 4 exploitants viticoles qui eux-mêmes, parce que vous voyez dans des entreprises, quand il y a des risques, etc., des fois il y a un ou une patronne qui est là, qui dirige, mais qui ne fait pas forcément le travail directement. Là, c'était 4 viticulteurs qui eux-mêmes préparaient les produits, les préparations de traitement et les appliquaient sur les 5. Et le modèle dont je vous parlais tout à l'heure, je vous en donne quand même quelques mots pour dire que ça vient, quoi. C'est un modèle qui a été développé, la communauté scientifique élargie, dans les années 70 par Ivar Rodone et son équipe en Italie, avec des ouvriers qui vivaient dans un milieu toxique. Et c'était comment on pouvait se mettre en mouvement, essayer déjà de mettre des mots sur des maladies qui étaient atypiques, non connues, des pathologies du travail que lui voyait en tant que médecin, Ivar Rodone, mais qui n'étaient pas reconnues. Et donc, il a aidé, il a mis en mouvement ces personnes-là, à dessiner. Et ça, il a montré, ils sont sortis du monde de l'entreprise pour aller jusqu'à l'ensemble du territoire avec les syndicats et pour se mettre en action et voir comment on pouvait travailler et transformer surtout un milieu toxique professionnel. Je ne vous en dis pas plus, vous pouvez trouver cette littérature en ligne. Et ce qu'on en a repris, parce que ça s'est beaucoup développé, vous imaginez, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, il y a des collègues brésiliens qui le portent et notre équipe en France. Et on cherche à produire donc des connaissances qui sont plutôt appliquées. Là, ça commence par une mise en commun de savoir-faire et d'expérience. Il y a de l'analyse, bien sûr, de situer de la nocivité du milieu et de ses causes, donc pas que d'un risque particulier, mais qu'est-ce qui est nocif pour les personnes, à la fois en termes de charge cognitive, mentale, émotionnelle, physique, corporelle, etc. Une analyse partagée de cette activité avec des outils que je présenterai après pour des transformations collectives des situations problématiques et dans le but de la santé, du déploiement des personnes. Les outils, je vais les présenter juste après, mais ils nous servent à mobiliser les parties prenantes, comprendre, prévenir, transformer, notamment les situations à risque, et promouvoir des situations de prévention. Donc, quelques-uns de ces outils. Ici, vous retrouvez à gauche le film de l'activité. Quelque chose, on va suivre les personnes, on va les filmer pendant leur activité. L'autoconfrontation, où là, on va montrer les films aux personnes qu'on veut filmer. C'est elles-mêmes qui peuvent se filmer parfois. Et on va venir discuter des parties qui sont plutôt immergées de l'activité. Comment, ce qui ne se voit pas d'habitude ou dans le film, la personne arrive à mettre en mots et à dire ce qui se passe concrètement dans son travail, notamment dans le cadre-là de la préparation des produits phytopharmaceutiques.
La métrologie, on a appelé construit. Vous voyez, on a parlé de métrologie tout à l'heure, on peut mesurer des pesticides, il y a des manières de le faire cibler, comme on le fait en ergotoxicologie. Ça veut dire qu'on va pas faire une mesure générale dans un environnement, on va le faire en fonction de ce qui se passe. L'activité, l'activité et nous, le travail. Et quand je parle de construire, ça veut dire que les personnes vont même choisir des lieux de prélèvement en fonction de leur intuition, de ce qui les préoccupe. Là, je vous ai mis, je vais peut-être pas me lever parce qu'on est enregistré en même temps, mais je vous ai mis 3 modes de prélèvement qu'on a eu par essuyage pour vous montrer un peu comment ça peut se réaliser sur les volants du tracteur, sur les cuves de pulvérisation, sur les masques, les EPI, voir comment ça passe. Oui, c'est ça, merci. Il y a un bip là-dessus, mais je ne sais plus comment. Moi, je ne voudrais pas. Merci Patrick qui a fait la météo. Donc, au milieu, nous avons les prélèvements à l'aide de tissus. Voilà. Nous allons pouvoir équiper les personnes. C'est un protocole de l'OCDE, de toute l'équipe d'Isabelle Baldi qui a été dit. Hein. Et ça vient de plein d'équipes de recherche et de travaux avant de ce qu'on a mené nous-mêmes. Où on va pouvoir comme ça regarder ces tissus, ce qui se passe avant, après le travail, pour voir quels sont les résidus qui vont être portés par les personnes et transportés même dans certains lieux et ailleurs. Et je dis personnes, mais ça peut être sur les chiens et d'autres humains et non humains avec qui on travaille. Et puis aussi avec des pompes, dont je parlais tout à l'heure de la CARSAT, qui nous a permis d'équiper les personnes, et à l'intérieur de la maison aussi, de pouvoir mesurer ce qui se passe pendant un traitement, avant ou après le traitement. Dernière chose, j'ai mis une petite illustration sur l'enquête collective, c'est-à-dire pour vous montrer comment, à travers toutes ces traces qu'on va créer sur cette enquête, comment on va se mettre autour de la table, discuter, faire des ateliers pour essayer de mieux comprendre et puis essayer de penser à des actions alternatives. Les résultats, quelques-uns. Donc, avant tout, déjà, en tous les cas, cette enquête, ce qu'elle m'a appris à moi, je viens d'un labo de santé publique, on avait envie de travailler sur les pesticides, on savait que c'était pas bien, il y avait plein de données qui montraient qu'il y avait des cancers qui pouvaient être associés à cet usage-là. J'avais on va dire un prérequis, des préjugés, et je suis arrivée sur le terrain, je parlais d'ailleurs de pesticides, on m'a dit, si tu parles de pesticides, on ne va plus travailler avec toi. Nous, c'est des produits phytopharmaceutiques. Donc, voilà, ok, d'accord. Et surtout, tout le long de l'enquête, en fait, ils nous ont permis de comprendre qu'ils avaient des multiples contraintes. Vous parlez de charge mentale tout à l'heure, mais c'est-à-dire gérer les cultures, les ressources de production, les ressources, comment on transforme, le commerce, la vente, les traitements, les mises aux normes, les acteurs qui sont internes et externes à l'exploitation qui n'arrêtent pas d'appeler et d'interrompre l'activité. Et donc, nous, on venait rajouter une couche un peu en termes de prévention en fait, ça allait leur faire peut-être une prescription supplémentaire, alors que, ils nous ont expliqué, ils devaient déjà gérer les zones de non-traitement, c'est-à-dire il y a des endroits autour par rapport aux cours d'eau. En fait, vous voulez, il y a plusieurs codes de l'environnement, du travail et autres qui régissent et qui parlent en tous les cas des pesticides et qui essayent. Chacun des ministères essaye de faire quelque chose pour faire avancer pour que l'ensemble de la population soit protégée, mais on essaye à chaque fois, on est dans une mesure corrective, de rattraper et pas de limiter et de supprimer à la loupe, comme on disait tout à l'heure, le phénomène. Bref, et donc eux, ils se retrouvent un peu responsabilisés et responsables de tous ces codes du travail, l'environnement et autres. Ils ne peuvent pas traiter quand il y a les abeilles qui sortent à tel moment. Il faut faire attention au délai avant récolte, c'est-à-dire qu'il faut attendre 15 jours avant, ne pas traiter avant qu'il y ait ça. Tu dois t'occuper, c'est toi qui es responsable de tes équipements de protection individuelle. C'est toi qui dois payer la redevance pour pollution diffuse. C'est toi qui dois payer l'assurance, l'ATEXA pour ton assurance si toi tu es malade par rapport à l'usage des pesticides. Or, dans leur formation et depuis le départ, et dans la manière dont le système français est construit, je rappelle, la viticulture est le premier PIB en agro, deuxième après l'aéronautique. Donc, c'est un fort rendement en France. On compte dessus. Il faut juste se questionner pourquoi, comment ce système est mis en place. Et eux, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient qu'ils sont comme des agents de fiabilité ou des opérateurs du système, plus généralement. En ergonomie, souvent, on dit qu'on pourrait croire comme ils sont exploitants, qu'ils sont plus indépendants que certains salariés ou migrants, dont je parlerai après. Mais en fait, ce sont aussi, eux, des opérateurs de fiabilité du système plus général, que José les prêtres ne sont pas là aujourd'hui, mais qui parlent, en fait, et de Frédéric Descosses aussi, d'un usage contrôlé des pesticides qui est prévu par l'État, etc. On reviendra sur cette question, mais je voulais vous dire un petit peu, c'est un des résultats, ok, il y a l'exposition aux pesticides, mais
comment on fait et dans quoi elle s'inscrit dans l'activité réelle et complète des agriculteurs. Et bon, en tous les cas, face à cette combinaison d'activités qu'ils ont dans et autour de l'activité viticole et de l'exploitation, avec des injonctions à la fois réglementaires, technologiques, scientifiques, sociales, bah, ce risque qui est diffus, flou, différé, bah, il ne pèse pas beaucoup et au quotidien par rapport à des priorités de perte de culture, de sauver l'entreprise ou autre. Voilà, comment on fait pour le rendre et pour essayer que ben, ça puisse rentrer dans l'organisation du travail, à la fois au niveau des viticulteurs et puis à la fois des exploitations, puis à la fois au niveau de la société plus générale. Alors là, je reviens dans du micro maintenant, quelque chose de très concret au niveau des situations de travail. Et là, je vous emmène dans l'étape de préparation du traitement. Donc là, on voit Christian, il y a un film, pas sûr qu'on ait le temps aujourd'hui de le diffuser, mais qu'on peut le retrouver sur Internet, qui s'appelle Remanos, qui a été monté et réalisé par Anne-Laure Girardot-Pénance à partir de nos rushs de terrain. Et du coup, là, on voit donc Christian qui essaye d'ouvrir un produit. Voilà comment ça se passe quand on prépare les produits avant de les pulvériser. Et on voit effectivement avec l'œil extérieur au départ des entrées en contact des cheveux, des yeux, de la peau. On voit la casquette qui est touchée, une casquette d'ailleurs qui est fournie par Bayer avec à la santé de la vigne. On voit que la personne nous explique, elle garde sa casquette toute la journée, donc elle le met une forme d'EPI pour elle, un équipement de protection individuelle, mais en même temps, voilà, est-ce qu'elle porte des traces qu'on va retrouver ou pas des pesticides dessus? On voit aussi des stratégies de protection. La personne me dit, ouais, mais moi je me lave les mains à chaque fois entre temps, j'enlève bien mes équipements, je les mets propres d'un côté, mais sauf qu'on le voit juste après. En fait, dans la journée, il ne va pas en faire qu'une préparation, il va faire 2, 3, 4 préparations. Ça, c'est des impensés de la prévention. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait de ces équipements? Il doit tout jeter. Comment il les lave, comment il les remet. Et puis, juste à côté, on voit une petite, dans la photo à droite, face à vous, on voit les jouets des enfants qui sont là, qui sont stockés. On est sur une exploitation familiale. Voilà, comment on pense déjà les différents. Ça vient d'arriver, il y a la personne qui vient de livrer. Hop, voilà, ça c'est le quotidien. On parlait tout à l'heure de conditions contrôlées. Là, on est dans le concret. Là, je vous montre un autre exemple qui est sur le cas des expositions où on peut voir ce qui se passe en coactivité simultanée et différée. Là, j'étais doctorante donc à l'époque et je filmais un préparateur pour voir un peu ce qui se passe et pareil, essayer de mesurer en même temps. On avait mis un capteur poussière, qu'on appelle un PDR, qui est à gauche là. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? En fait, c'est que ce qu'on avait comme particules présentes plus fortes, c'était au moment de la pesée de l'autre personne. Donc parfois, on va se couvrir ou s'équiper pour un équipement, mais ce qui ressortait, c'était quand l'autre personne était en train de faire une activité en coactivité, l'autre personne pouvait être plus exposée, ou moi-même, en tant que d'ailleurs en filmant, je pouvais m'exposer. C'est pour ça qu'on me voit aussi équipé d'une certaine manière. Et surtout, c'est que c'était en dehors de ce qui était prévu. C'est pendant le balayage qu'on a retrouvé des pics plus forts avec une remise en circulation, en suspension, pardon, des différentes poussières qui ont été depuis toutes les préparations du matin. Ça, c'est un grand château. On est dans un endroit où le travail est plus divisé. On a des personnes qui préparent et d'autres personnes qui pulvérisent, qui appliquent sur les vignes. Et du coup, il y a une jonction entre les deux avec des vannes de pompiers, mais on ne trouverait pas dans le détail maintenant. Un autre exemple important avec la mesure, le prélèvement qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu voir, là, comme par exemple du simoxanil qu'on a retrouvé très très fort sur la cuve, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, ça avait été utilisé le jour même, de la préparation. Et ça, on le retrouve sur la cuve de pulvérisateur que vous avez vu en photo précédemment. On a trouvé du tétraconazole, par exemple, là sur le tuyau d'arrosage. Ça veut dire que c'est un tuyau, un endroit qui est dans une ferme, dans une exploitation qui peut être utilisé par d'autres personnes. Et ça, il n'avait pas été utilisé le jour même. Pourtant, le taux est assez élevé, mais il avait été utilisé dans la saison, au cours de la saison. On a retrouvé aussi la matière active qui était utilisée, mais de la saison précédente. Donc là, on est sur la barre de la cuve après appordage, c'est-à-dire que les pulvérisateurs, ils sont rincés, ils valent très cher, ça vaut 100 000, 150 000, 200 000 euros, donc il y a un coût en tous les cas important pour les exploitations. Et là, on voit qu'eux, ils le rincent en général, mais ils le rincent pour que le matériel continue de marcher, pas forcément pour leur santé. Donc sur le pulvérisateur lui-même, on retrouve des matières actives qui sont remises en circulation par les circuits
ou qui restent en fait sur certaines parties du pulvérisateur qui ne sont pas nettoyées puisqu'ils sont rincés. Et aussi, on a trouvé quelques matières actives non déclarées ou non utilisées par les personnes qui peuvent provenir des exploitations voisines ou autres, mais en faible coût. Je vous ai mis quelques exemples des prélèvements, comment ils ont été réalisés, des dessins. Vous voyez, on a essayé de faire des illustrations pour montrer dans le travail. Ce que vous voyez en rouge, eh bien, ce sont plutôt les résidus de pesticides retrouvés. Puis en bleu, ce qui va être plutôt protection, préservation. On voit dans le local phyto comment il y a des traces qui peuvent être partout. Hein. Je parlais de coactivité, donc intéressant. Là, je voulais parler de coactivité de travailleurs, mais il peut y avoir de la coactivité avec d'autres personnes qui viennent faire des stages ou d'autres qui vivent sur place. C'est pour ça que je vous ai mis en haut la photo avec le chien, comme ça qu'on voit, puisque Daniel, elle travaille avec son chien. Et voilà, là, on n'a pas, dans ce cas-là, fait les prélèvements, mais on voit, ça a déjà été montré qu'on peut retrouver, quand le cas, le chien peut être un véhicule de ces produits dont parlait Ludovic, en forme de réentrée. Je vous ai mis aussi ce résultat-là parce que là, maintenant, je l'ai appelé rechercher les situations à risque pesticides qui préoccupent. C'est-à-dire, comment on va documenter ça? Là, on faisait des ateliers avec des syndiqués de la CFDT une fois par mois et je leur ai proposé qu'on dessine notre travail. Donc chacun, moi j'ai dessiné mon métier d'ergonome, chacun a dessiné, lui, il était tractoriste, il a dessiné son métier, etc. Et après, je leur ai demandé comment, d'après eux, d'après nous, comment dans notre travail, on pouvait être en contact avec des pesticides. C'est quoi les situations à risque qu'on pouvait rencontrer? Et donc là, déjà, enfin, rien que le début, et avant qu'on ait fait toute l'enquête, il y avait plein de choses qui ressortaient. Je ne sais pas si c'est bien visible, mais on voit à la fois dans le travail, mais on voit son tracteur, comment il va être emmené chez le mécanicien, les pièces qu'il va y avoir, toute la chaîne en fait d'exposition qu'il peut y avoir, sa famille, les enfants. En plus, c'était un homme, il se faisait appeler Monsieur Phyto. Lui, il a été hyper sensibilisé. Et pourquoi il est rentré en combat? C'est parce que sa femme travaillait à l'hôpital et quand il est allé la voir dans les services, il a constaté que les enfants, il y avait beaucoup d'enfants dans le Bordelais, qui pouvaient avoir des cancers. Et là, ça l'a révolutionné, enfin, ça l'a vraiment remis en question. Mais il continuait de travailler. Donc lui, il était très mal et il venait dans ce groupe pour dire comment je peux faire pour continuer de travailler alors que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en tous les cas, je voulais vous montrer comment on peut, par des cartes mentales, des dessins et autres, déjà essayer de documenter ce que les gens vivent au quotidien. Ici, je vous ai mis cette photo-là, j'aimais bien, c'est parce que je vois que, là j'ai mis la photo, mais j'ai mis une anonymisation, mais les personnes dans le film ont accepté, donc donné le droit de pouvoir justement diffuser ou dire qui elles étaient. Donc là, on a Jeff à droite, et c'est lui qui a voulu qu'on aille sur le trampoline. Pourquoi on aille pouvoir faire ces prélèvements à cet endroit-là? Parce que, en fait, ces enfants venaient un mercredi sur deux, et c'est à 200 mètres de l'endroit où ils préparent les produits, et puis il y a les vignes tout autour. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a fait, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure de la métrologie construite. Et après, on a pu représenter ça en dessin avec des cartographies, en essayant de pour pouvoir les afficher dans les fermes et autres, où est-ce que ça se trouvait aujourd'hui. Donc là, il faudrait retourner pour voir si ça a évolué, qu'est-ce qui a changé depuis. Je vous donne un autre cas de contrainte, et là, pour documenter les conditions de survenue, quelque chose qu'on utilise souvent en ergonomie, c'est donc la vidéo de l'activité dont je parlais tout à l'heure. On voit une situation de travail. Donc là, à gauche, on voit le professionnel qui revêt des équipements de protection individuelle qui sont neufs, à usage unique, de type 4. Et puis, avant d'intervenir sur le pulvérisateur en plein champ. En fait, il dit, moi, il a fallu que je rentre entre les balais pour aller fermer manuellement dans les rampes où il y a les buses. C'est-à-dire qu'il y a des fuites, il aperçoit une fuite, et là, il n'y a pas une manière, il y a plein de boutons importants à l'intérieur, il y a plein de mécanismes, plein de choses qui ont été pensées. D'ailleurs, les agriculteurs ne peuvent plus sortir à droite de leur tracteur parce que c'est rempli de pianotage numérique. Bref, en tous les cas, il doit rentrer à l'intérieur de la manière dont ça a été conçu. Il rentre comme ça et il vient fermer la buse qui est en train de dégouliner, de coup de perdre plein de produits. Donc, vous voyez, là, je sais pour vous amener vers le niveau de la conception qui est conçue et au regard de quoi ça a été conçu. Et puis après, il nous dit, moi, les combis, elles sont imperméables comme je suis curé. En fait, on voit que dans la condition réelle d'usage, il passe à travers les balais, et là, quand il l'enlève, c'est tout mouillé à l'intérieur. Alors que c'est censé être une combi plutôt étanche, il était tellement en perméation, en tous les cas, que c'est passé.
Et après, il dit, bah, de toute façon, les EPI, ça n'arrête pas de problème. L'exposition, le cycle ne s'arrête pas là. Puisque à l'époque, il n'y avait pas encore toute la chaîne à 10 valeurs, enfin, une chaîne de recyclage de passe. Mais là, ils jettent dans la poubelle classique ces équipements de protection. Donc, qui va les utiliser? Où est-ce que c'est emmené? Voilà, comment ça va être traité? Je vous ai pris ce cas-là pour les conditions de survenue des situations à risque, c'est-à-dire d'où ça vient, en fait, ces conditions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les trous dans la raquette? Bah là, on voit le cas des fiches de données de sécurité. Alors, je vais m'approcher parce que je ne connais pas par cœur le texte. Hop, hop. Puis, le point de vue des exploitants sur les FD. Ah, quand même, autour de la table, on est plutôt des gens concernés, ou exploitants, ou salariés ayant des responsabilités. Il faut quand même imaginer que quand tu prépares, même si tu as le certificat, dont parlait Tony tout à l'heure, la fiche de données de sécurité, tu vois apparaître les phrases de sécurité au bout de la 12e, 7e page, quoi. Tu t'es tapé cette page de descriptif avec des noms de molécules chimiques, mais tu as arrêté au bout de 3 lignes et tu n'as pas lu les phrases de risque. Ce serait très compliqué de rappeler pour chacun des produits quelle est la typologie du produit et où tu prends des risques. Quand même, il faut le reconnaître, ça reste du schmilblick. Pour 90% des phrases de risque H, on a, je ne sais pas au moins 50 différentes, avec des chiffres là, 373, 372, c'est quand même un gros sac de nœuds. Il faut savoir qu'ils ont plus de 40 matières actives par traitement en viticulture à utiliser. Donc, imaginez donc, le nombre de produits, j'ai dit, en fait, c'est 40 produits différents qui peuvent être sur une même exploitation. Dans chacun, il peut y avoir une à deux matières actives différentes, plus certaines qui ne sont pas déclarées, ou en tous les cas qui n'apparaissent pas directement. Et donc, il faudrait faire ça pour chacun. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'occupe de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise, peut-être qu'il peut y avoir une ingénierie de ça. Et quand vous êtes l'exploitant, c'est une petite entreprise, et qu'il faut, enfin, voilà, où on va. Donc, voilà une des choses un petit peu qui nous renvoyait. Là, je vous avais mis un produit qui est un antimildiou. On parlait aussi du Ludovic précédemment, avec, voilà, pour vous exprimer un petit peu le. On est sur un produit cancérogène mutagène reprotoxique. Donc, quelque chose qu'on a fait, c'est qu'on a invité un toxicologue. On ne voit pas beaucoup qui est à gauche sur l'image. Et du coup, qui est venu avec nous pendant les séances d'autoconfrontation, donc face à l'image, pour discuter aussi des produits qui étaient utilisés, puis lire ensemble ces fiches de données de sécurité, prendre ce temps-là avec les VITI sur le terrain. Donc là, on voit le professionnel et les chercheurs intervenants qui analysent ensemble. Et puis, le produit, c'est un produit reprotoxique H361 que l'exploitant a utilisé pour faire face à une attaque de mildiou qu'il avait très forte. En fait, il avait dû partir à un salon pour vendre son vin. Et là, il se retrouve avec un départ de mildiou. Ça veut dire que lui, il voit qu'il y a le feu. En fait, il voit quelque chose, quelques taches qu'il va y avoir sur les feuilles. Et là, tout d'un coup, ça peut en fait tout prendre et tu peux perdre. Lui, il est en Saint-Émilion, il a 3 hectares, petite exploitation, mais à haute valeur. Donc, du coup, là, c'était pour lui perdre toute son année et voir l'année suivante. Plus de réserve. Bon, je montre ça dans le détail. Mais pour vous dire, le toxicologue lui dit, ah, et ça, vous pourrez le voir dans le film, si c'est des produits qui persistent dans l'environnement et que vous traînez ça, vous pourrez exposer d'une autre manière vos enfants. Il dit, bah, par rapport à mon code génétique. Non, par rapport à votre travail, par les vêtements. Vous pouvez exposer ça à vos enfants qui pourront, eux, avoir des problèmes. Oh putain, c'est qui ça? L'IDAO? Eh bien, je l'utilise plus. C'est la dernière fois que je l'utilise et que je prends autre chose. C'est-à-dire que lui, il se pensait en agro, bio, écologie, il avait plein de valeurs, il avait mis des ruches, il avait fait des haies, enfin plein de choses, mais à un moment donné, il a un stress, il utilise un certain produit, mais ok, on voit le petit logo, mais comment on comprend à quel moment, quelle dangerosité, puis il dit, bah moi, des femmes enceintes, moi je ne vais pas être enceinte, je m'en fiche qu'il soit reprotoxique le produit. Ah, bah non, en fait, il y a d'autres manières. Et là, le toxicologue, bah, du coup, discute avec lui. Et là, il y a un savoir, vous voyez, concret. C'est ça, produire des connaissances qui soient applicables, entendables par les personnes et construites avec elles. Après, on ne trouve pas encore de solution. J'avance. Pour vous montrer, je reviens sur les EPI. On en a beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas rentrer sur les conditions difficiles, mais je vous montre quand même cette photo, puisqu'on est sur les conditions de survenue des situations à risque. Cette personne, je ne sais pas si vous voyez là, mais dans son masque, c'est plein de buée. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de travailler? Il y a une activité intense, il prépare depuis 6 heures du matin, celui que je filmais tout à l'heure, précédemment sur la photo d'avant. Et donc, il court, etc. Et là, son masque, alors que c'est un super masque, ça vaut 1 000 euros, c'est les plus gros. Je vous dis, on est dans un beau château. Et du coup, sauf que là, il est rempli de buée. Donc, lui, il a besoin de voir, de lire des informations sur une cuve qui est en hauteur pour pas que la scène déborde, savoir ce qu'il peut envoyer avant que les autres transmettent dans le pulvérisateur. Bah, il lève son masque. Voilà, on est censé, bah voilà, il lève son masque. Bah, donc, c'est pas qu'il est inconscient, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je vous ai mis la photo en dessous. C'est la nouvelle
plaquette de promotion des EPI. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière, mais il y a une petite cape. Voilà, l'agriculteur sera un héros. Donc voilà, parce que du coup, il utilise ces EPI-là. Autre chose qui nous a remonté, les contenants. Je vous ai dit, il y a beaucoup de produits. Ça, c'est juste dans une ferme, dans une exploitation, ce qui est utilisé sur une année. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ils sont tous différents. Et nous, en ergonomie, on aime bien s'intéresser aux instruments de l'activité, aux objets. Comme on voulait développer un savoir-faire, mettre dans une cuve certains produits, si certains sont en sachet, certains font 30 kilos, d'autres font 5 litres, les prises en main, les manières de se protéger, d'éviter les éclaboussures, les poudres, de penser, il y a un marketing énorme. Et je vous passe les noms et les noms commerciaux. Je ne rentre pas dans ce sujet-là, mais il y a des anthropologues qui ont très bien fait le travail sur ça, de montrer comment on leur vend que c'est de la super force d'utiliser ces produits-là. Le matériel de traitement, je vous ai déjà parlé des buses, donc je n'avancerai pas, mais la conception des pulvérisateurs eux-mêmes, il est fait, comment on les pense dans l'usage ou pas. Et puis les fiches de données de sécurité, je vous ai déjà présenté, donc j'avance sur ça. Une agricultrice nous dit, une Viti, cette conception réglée, elle amène les exploitants à essuyer les plâtres de technologie pas encore au point. J'arrive vers la fin pour vous dire comment du coup on établit ou on rétablit le dialogue pour élaborer des pistes de transformation de différents niveaux. Donc là, on voit, je vous ai mis une petite image de ce qui se passe dans le film Rémanence. On voit une groupe de discussion entre pairs qui se passe au sein des exploitations. Déjà, comment ils peuvent en parler entre eux. Et puis là, on avait quelqu'un élaboré qui était anthropologue qui nous a proposé le jeu des phytos. Et c'était hyper intéressant. Ça vient d'un auteur qui s'appelle Vercotteren, où on peut situer les petites histoires dans la grande histoire. Donc, les agriculteurs ont pu voir, elle avait préparé tout un graphe où on voyait qu'il y avait toute l'industrie des pesticides, comment ça s'est développé depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, quel produit est sorti sur le marché, à quel moment, par quelle compagnie, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui a été autorisé, promu en formation. Et puis eux, dans l'exploitation, où ils se situaient, comment ils se situaient dans cette histoire. Pour se rendre compte, en fait, que, ok, la faute à Monsanto, ou la faute à d'autres personnes, elle est peut-être extérieure à ce qu'eux, ils vivent. Et donc, ils ont une responsabilité, mais comment ils reprennent du pouvoir d'agir sur ça. Autre chose, quelque chose de plus concret qu'on utilise souvent en ergonomie, c'est la simulation de l'activité avec des maquettes. Donc, on a simulé pour concrètement trouver comment on peut faire, comment on se prépare, comment on prépare les produits pour simuler ça. Là, c'était en maquette Lego. Discuter à la fois les contraintes, les ressources. Ah oui, précédemment, j'avais dit quand même, il y avait quelque chose, discuter les compromis entre la santé des cultures, la santé de l'entreprise, la santé humaine et la santé environnementale. Ça qui nous faisait ressortir. Et après, ici, c'est comment on discute les contraintes et les ressources aussi, pour repenser notamment l'organisation du travail. Et là, je vais terminer sur ça. On a donc des professionnels qui, dans cette communauté élargie de recherche-intervention, en se réunissant, sans se connaître, à travers des traces de l'enquête collective, ont pensé ou ont imaginé des modifications au niveau de leur structure et de leur organisation du travail. Ils ont par exemple réaménagé les dispositifs de préparation ou réorganiser des espaces, des temps et des matériels. Où est-ce que je remets mes bottes, à quel moment je les laisse, je vais mettre plus de luminosité à tel endroit parce que je vois rien avec le masque, mais là, ça va m'aider à pouvoir mieux lire sur le bidon. Des choses comme ça au niveau concret, même de l'organisation du travail pour limiter les expositions et la migration des molécules entre les espaces. Mais ça, c'était à chaque fois, surtout aussi pour gagner du temps, de l'argent, enfin les choses qui les préoccupaient avant de réduire l'exposition aux pesticides. Et aussi, ils ont pensé des transformations qui dépassent le champ décisionnel de leur entreprise, et notamment au niveau du système, avec une application de fiches de données de sécurité qui aurait des messages pratiques. Est-ce que ça passe plutôt par les yeux, par la peau? Parce que entre le vocable, ce qu'on a vu tout à l'heure, les 12 fiches de données de sécurité qu'il y a, il n'y aurait pas des données qui seraient plus faciles à appréhender, des EPI multicouches qui seraient fournis par les producteurs de produits phytopharmaceutiques, en fait. C'est-à-dire que comme ils leur vendent quelque chose, qu'ils leur disent, c'est pas pour une fois un produit, c'est toute la prophylaxie que vous allez utiliser sur la saison. Et nous, fournisseurs, on vous garantit, on vous propose tels EPI mis à disposition avec les produits phytopharmaceutiques. Voilà, des demandes dans tous les cas qui viennent du terrain. Et là, ils ont proposé des EPI multicouches comme on peut avoir. Il y en a un qui était motard et qui peut retrouver en motocross
et quelque chose où on pouvait enlever les différentes couches, que ce serait plus facile que de mettre un gant, prendre un autre, etc. Bon, c'était des discussions, en tous les cas, pour l'instant, c'est en mode quelque chose d'une forme de brainstorming. Et ils ont parlé aussi, Ludovic en parlait tout à l'heure, de contenants solubles, en sachant bien justement que ce qui se passe, si c'est pas bien remué, ça crée plein d'autres problèmes dans la chaîne après d'activité, puisque si c'est pas remué dans le pulvérisateur correctement, il y a des bus qui peuvent se boucher, et du coup, vous devez intervenir pendant la réentrée, en plein champ, sur vos pulvérisateurs pour déboucher les buses. Et c'est la manière dont on conçut aussi les buses qu'il faut revoir, et comment sont mélangées, du coup, c'est repenser la conception avec des sachets hydrosolubles. Et surtout, ils ont pensé à une aire de préparation partagée, hein. Dans le cadre où on reste dans cette utilisation-là, comme on a des stations essence pour nous, bah, comment on conçoit, je ne vais pas détailler ça, vous pouvez le retrouver dans ma thèse pareil, qui est en ligne, mais cette aire de préparation, c'est où c'est eux qui décident certaines choses, il n'y a plus de manipulation, des produits sont déjà formulés, il n'y a plus qu'à aller à la pompe pour pouvoir se servir. Si on continue toujours de l'utiliser, là, ce n'est pas pour changer le système, c'est déjà pour eux régler les problèmes qu'ils ont, parce que là, on démultiplie, chaque ferme se pollue et pollue les autres à l'intérieur. Alors que s'il y a une gestion plus globale, bah, ça pourrait être intéressant. Là, j'ai repris les travaux d'une collègue, notamment de Ludovic, Caroline Joly, qui est au Canada, pour vous dire que c'est en forme de perspective, parce qu'elle, ce qu'elle a réussi à faire, ça a été de faire des groupes de discussion et d'ateliers avec aussi des acteurs externes aux entreprises, le ministère, les syndicats, des organismes de formation, des équipes de santé au travail, et on pourrait aller plus loin avec d'autres équipes de recherche et des équipes de conception, comme dans la thèse de Marion Albert, où elle va travailler carrément avec les concepteurs à la fois des pulvérisateurs, mais aussi de ceux qui font les réglementations. Donc, comment on va toucher plutôt au niveau de la réglementation, plutôt que de faire peser sur ceux qui sont déjà victimes. Tout ça pour rechercher des pistes de transformation et cibler des actions nationales. Autre perspective, je vous mets le lien vers le film Rémanence, donner, porter la parole. C'est pour ça que dans ce film, on a voulu une parole brute. Ça raconte en même temps l'enquête que je viens de vous présenter, mais aussi comment eux font le travail pour que ça puisse aller dans, ça sorte de leur exploitation, que ça puisse toucher d'autres groupes. Là, j'irai. Il y a un article sur Work, si jamais vous voulez aller voir sur ça, mais parce que je ne vais pas avoir le temps là, de le développer maintenant, mais je pourrais revenir dessus pas dans la discussion. Comment on accompagne les laissés pour compte, c'est-à-dire qu'après ce travail-là, j'ai travaillé avec des saisonniers migrants. Alors là, on est encore, et en France, dans d'autres conditions, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'année dernière, il y a eu déjà 4 personnes qui sont décédées dans les vignes à cause de conditions dégradées d'accueil, en fait, on va dire, en Champagne. Eux, ce qu'ils nous racontent, et les saisonniers, ce qu'on a fait cette enquête collective avec les saisonniers, qu'on a écrit un article ensemble, et des tribunes différentes, c'est pour dénoncer et montrer que tant que les communautés de communes ou l'État qui a besoin de travailleurs migrants pour pouvoir assurer la manœuvre que plus personne ou moins de personnes veulent faire en France, comment on fait pour héberger ces personnes-là? Et là, pour l'instant, on dort en caravane autour des champs qui sont pulvérisés. Alors la réentrée, là, voilà. Et là, l'autre chose dont on a parlé, vous pourrez trouver le livre cet après-midi, on coordonnait un ouvrage avec des collègues, Jacqueline Cando et Elisabeth Lambert, sur l'exposition aux pesticides. Et c'est comment on peut travailler aussi avec d'autres disciplines. Et j'ai mis transdisciplinarité parce que en anglais, maintenant, ce mot-là, il prend en compte à la fois les professionnels de différents métiers et de disciplines différentes. Et dans ce livre, ce qu'on vous montre, c'est au Brésil, c'est en France et dans différents pays, il y a en Afrique aussi, sur différents continents, je vais dire, pardon, c'est comment on peut, à plusieurs, et notamment en sciences humaines et sociales, compléter les données de santé publique ou de recherche plus, on va dire, d'habitude habituelles, qui sont souvent en sciences, par exemple en toxicologie, faites sur le sujet, comment les sciences humaines et sociales, elles peuvent accompagner aussi ça pour documenter et aussi penser des transformations. Finalement, la dernière salle que je vous propose, c'est celle-ci. Parce que, voilà, restons humbles. C'est-à-dire que l'autre jour, j'étais sur mon LinkedIn. Là, je vois un collègue, Giovanni Prête, qui présente, qui parle de ce qui, vous avez peut-être entendu parler par rapport aux fleurs et tous les pesticides qu'il peut y avoir dessus. Donc, je vois ça, que lui, il accompagne, voilà, parce qu'il parle de la Saint-Valentin, les fleuristes. Et à côté, j'accompagne une autre communauté de recherche sur le bien-être des chiens au travail. Et les deux postes sont l'un après l'autre. Et là, je vois ce chien qui est entouré de roses pour pouvoir promouvoir voilà, la Saint-Valentin, parce que leur objet, c'est le chien. Mais comment déjà nous-mêmes,
Et vous, autour de vous et en sortant de cette salle, on peut communiquer et déjà faire se rencontrer les mondes. Parce que voilà, j'étais assez étonnée par ça. Et ben voilà, je vous remercie de votre attention et puis place aux échanges. Merci pour cette présentation qui illustre bien la complexité de la question d'exposition dans l'exploitation agricole et qui montre qu'il y a des deux connaissances produites, mais qu'il y en a encore beaucoup à produire. Marie-Monique Robin, vous voulez réagir? Ah oui, oui. Je m'en doutais. Si. Le son pour les présents dans le film, ça vous dit une fois, et vous allez voir que ça a un lien déjà avec tout ce qu'on vient d'entendre. Je suis en retard, parce qu'il y a beaucoup de silence. Je proteste pas. Voilà. Alors, oui, tout ce que vous avez décrit, c'est formidable. D'ailleurs, le travail si pointu, je trouve ça absolument extraordinaire. Mais pour moi, ça n'a pas de grande utilité à terme. Enfin, excusez-moi, c'est très important parce que ça va faire prendre conscience. Hein, parce que ces produits doivent être interdits. Tout simplement ce que je vais essayer de vous dire rapidement. Alors, moi, je suis fille de paysan, née dans les Deux-Sèvres. Et c'est une question de l'agriculture. Et mes parents ont fait un moment, je suis dans 1960, après la grande loi de programmation agricole, tout le monde, parents de la JAC, JAC, Jeunesse Agricole Catholique, on va défendre le monde rural et on va défendre le monde. Je fais simple et court, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et du coup, on se retrouve embarqué dans ce modèle agro-industriel. Et je ne jette pas la pierre ni à mon père, ni à tous ceux qui se sont retrouvés embarqués là-dedans, parce qu'évidemment, on n'aura pas dit ce que je vais vous dire en quelques mots maintenant. Voilà, la première chose. Alors, moi, je suis réalisatrice et écrivaine depuis 40 ans. J'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai fait 200 films, et j'ai écrit une quinzaine de livres, et avec une préoccupation majeure qui était les droits humains sous toutes leurs formes. Donc, évidemment, à un moment, la question de qui produit des semences, qui nourrit le monde, etc. C'est une question fondamentale des droits humains. Et voilà comment je me retrouve embarquée. Là, je suis vraiment très court, hein, parce qu'il y a eu plein de chemins, mais dans une grande enquête qui s'appelle Le Monde selon Monsanto, qui est vraiment un film. Arte a dit que c'était le documentaire le plus piraté de l'histoire, j'en suis assez fier. Il existe dans plein de langues très improbables. Vous allez sur Internet, vous verrez en bengali, en voilà, etc. Et le livre est traduit en 32 langues. Alors, Monsanto, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande multinationale qui d'abord était fondamentalement toujours fabricant de produits chimiques. Et ça a été pour moi une descente, j'allais dire, aux enfers, parce que vous allez voir les répercussions, ça fait énorme, de découvrir comment une grande entreprise américaine, multinationale, créée au début du XXe siècle, qui a mis sur le marché des produits extrêmement utilisés, dont les fameux PCB, par exemple, qu'on retrouvait dans les transformateurs électriques, par exemple, mais aussi, pour rester dans le sujet, un herbicide très utilisé jusqu'au milieu des années 1970, jusqu'à son interdiction, où au passage, on a laissé le temps à Monsanto d'en trouver un autre substitution qui s'appelle le Roundup, parce que c'est quand même comme ça que le Roundup est arrivé sur le marché. Donc cet herbicide, c'était le 2,4,5-T, herbicide utilisé partout dans le monde, et à un moment qui a vraiment défrayé la chronique, parce que marié avec un autre herbicide de Monsanto, le 2,4-D, ça faisait l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, et qui aujourd'hui encore, moi je suis allé au Vietnam, il y a un mélange qui faisait qu'il y avait la dioxine. Aujourd'hui encore, il y a des enfants qui naissent avec de graves malformations congénitales à cause de ces résidus de dioxyde dans l'environnement. Et qu'est-ce que je découvre? Voilà, Monsanto, systématiquement, a menti. Moi, je l'ai dit publiquement, j'ai dit que c'était des criminels, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit au Parlement au Japon, je l'ai dit au Parlement au Canada, au Parlement au Brésil, enfin, partout où je suis allé, j'ai dit que c'était des criminels, et puis je suis toujours là et j'ai pas eu de procès. Pourquoi je dis que c'est des criminels? Parce que quand on sait qu'un produit est très extrêmement toxique et qu'il met en danger la vie et la santé des gens et qu'on ne dit rien et qu'on fait tout au contraire pour le maintenir sur le marché, ça s'appelle une intention. Oui, c'est pas comme s'ils ne savaient pas. Alors, ils le savaient, par exemple, le 2,4,5-T, ils savaient parce qu'il y avait une usine de fabrication du 2,4,5-T aux États-Unis où il y a eu un accident dans l'usine et ils ont
discrètement, parce qu'ils soupçonnaient déjà leurs études, ils cachent. Voilà. Il y avait un problème, par exemple, c'était un produit cancérigène. Eh bien, ils ont suivi les ouvriers qui avaient été exposés vraiment de manière extrêmement intensive lors de cet accident, en douce, en cachette, pendant 30 ans, 40 ans, et pour montrer qu'il y avait des cancers du foie, à une dose, oui, comment tout ça. Voilà, ils ont menti, et au moment de la guerre du Vietnam, où les vétérans voulaient avoir des indemnisations, eh bien, ils ont caché ces études, et ils ont inversé les données. Enfin, c'est vraiment de la manipulation, c'est de la triche, c'est condamnable, c'est criminel. Et ça, moi, j'ai donc découvert avec le Monsanto, et ça a été pour moi mais, un truc de dingue. Moi, je ne pouvais pas imaginer, moi, jeune journaliste à l'époque, j'avais 20 ans, je l'expliquais, on allait dire qu'on pouvait avoir un comportement comme ça en provenance d'une grande multinationale. J'ai découvert aussi comment ils faisaient pour, alors c'est ça la question très importante, pour évidemment contrôler la réglementation. Parce que la réglementation, tout ce que vous dites, ça marche si on peut trouver une petite dose de produit qui va faire qu'on n'est pas malade. Sauf que vous allez voir, tout ça, ça n'existe pas. C'est du mensonge. Vous comprenez, Céline? Ah, mais voilà. Et c'est pour ça que c'est important du travail que vous faites. Moi, vraiment, j'irai voir votre thèse parce que c'est vraiment, c'est formidable de faire ça et de faire ça avec les viticulteurs pour qu'ils se rendent compte que finalement, on ne peut pas se protéger. Ils sont partout. Et quand on sait qu'à très très faible dose, ils sont très très dangereux, un jour, on va prendre pour les supprimer, ces produits. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Bref, je découvre que Monsanto a bien compris que la clé, c'était la réglementation. Donc, va faire ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les revolving doors, les portes tournantes. Donc, il faut qu'ils contrôlent la FDA, la Food and Drug Administration, l'Agence de protection de l'environnement. Ils vont mettre, évidemment, leurs anciens dirigeants, pas anciens, mais ils vont faire passer leur temps à passer de la multinationale à la Food and Drug Administration. Et je reviens et je repars, et j'infiltre toutes les agences de réglementation pour faire en sorte que la réglementation les serve. Ça, c'est absolument capital parce que malheureusement, l'Europe va suivre les yeux fermés et continue de le faire. Voilà, alors à l'époque, évidemment, aussi, je m'intéresse aux OGM qui ont été conçus pour pouvoir être arrosés de Roundup et vendre du Roundup. Et je découvre évidemment, et je ferai un film uniquement là-dessus, que le Roundup est l'un des herbicides les plus toxiques de l'histoire et que ça devrait vraiment, vraiment être interdit. Malheureusement, c'est pas ce que vient décider l'Union européenne. Moi, l'impact pour. Alors, énorme, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, sur ma famille, c'est là que je vais vous dire, on fait une avant-première à Paris de ce film, qui est vraiment un truc de dingue, l'impact. J'emmène mes parents à Paris, à la locale, quand ça décide là. La nuit qui suit, mon père fait un infarctus, j'emmène chez un agent parisien, en centre de pathologie, à Saint-Denis. Et moi, je n'avais pas du tout pensé, quoi. Et le cardiologue qui dit mon père, mais vous avez eu une émotion, monsieur Robin? Et là, il dit, j'ai vu le film de ma fille. Et là, alors ça se passe à Bourget, petit partenaire dans l'UNICEF. Mon frère qui avait repris la ferme avec mon père, dit on passe en bio, mais puis, on ne savait pas. Et là, il s'est dit, ah ben oui, le cousin qui a la maladie de Parkinson, ah, eh ben oui, le voisin qui est mort de la maladie de Charcot, ah, etc., etc. Et ça a été un impact incroyable. Je vais vous raconter cette histoire pour la petite histoire, c'est comme dire, j'avais déjà raconté sur la terre au carré il n'y a pas très longtemps, on en a beaucoup parlé. Là, je reviens de la ferme familiale parce que Denis Chessou de CO de mon amour, ça passe de 2 mars sur France Inter, si ça vous intéresse. Bref, et quand je vois ça, moi je me dis, bah, finalement, est-ce que Monsanto est une exception? Parce que tu as parlé de mon film, notre présent, pardon, le Roundup Protégé, mais entre les deux, il y en a un qui est encore plus important pour moi, qui est notre présent quotidien. C'est un film et un livre, un énorme impact partout dans le monde, où là je me dis, mais est-ce que c'est une exception? Ben non, toute l'industrie chimique. Et là, je m'attaque à la réglementation. Comment ça marche? La réglementation, vous savez, normalement, ils veulent nous faire croire, parce que c'est vraiment ça, hein, j'ai démontré que ça reposait sur aucune donnée scientifique, c'est ce qu'ils appellent la dose journalière acceptable. C'est-à-dire la petite dose de poison qu'on est censé pouvoir ingurgiter tous les jours sans tomber malade. Alors on s'est dit, ça doit être scientifique, ça doit reposer sur des études, et ça doit marcher, c'est du sérieux, quoi. Donc voilà, on imagine, hein. Donc derrière ça, il y a un principe qui est le principe de Paracel, c'est la dose qui fait le poison. Sauf qu'on va voir, vous allez voir, ça ne marche pas du tout, la molécule, je vais y venir. Et donc, je me dis, la TGA, ok, c'est quoi? Et puis, c'est accompagné d'une autre norme qu'on appelle les limites maximales de résidus. Parce qu'évidemment, la dose journalière acceptable, c'est ce que c'est calculé en milligrammes par produit, par kilo de poids corporel. D'accord? Et puis après, évidemment,
pour pouvoir calculer ça, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils font, hein, c'est absolument incroyable. Il faut savoir comment nous, les citoyens, les mangeurs, les paysans, etc., comment on peut être exposé et mis en contact avec ces molécules, et donc calculer une limite maximale de résidus qu'on va trouver sur une tomate, sur une patate, sur un bout de pain, etc., pour voir si, quand on a un menu typique des Français, parce que c'est comme ça que ça marche, eh bien, on va atteindre cette dose journalière acceptable. On va essayer. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, on essaie de calculer la petite dose de poison. Sauf que, vous verrez dans le film et dans le livre, il y en a qui disent, bah oui, ça marche si tu pars du principe, vous voyez, une intoxication aiguë. Les pesticides produisent quand même énormément d'intoxication aiguë. Aiguë, ça veut dire que tu es confronté au produit, boum, tu tombes. Alors là, c'est clair. Il est mort. Sauf qu'il y a toutes les intoxications chroniques qui vont déboucher sur une maladie chronique qu'on ne voit pas tout de suite. Et ça, évidemment, c'est pas pris en compte parce qu'on tient compte de la toxicité aiguë, même s'il faut croire que ce n'est pas ça. Voilà. Alors, je découvre que cette DGA, c'est une manipulation de l'industrie, c'est eux qui l'ont inventée, ça ne correspond à rien, c'est une boîte noire totale. Et qu'en plus, ils la manipulent, les scientifiques, les multinationales, en fonction de leurs besoins, de leur utilisation, de l'utilisation des agriculteurs, etc. Et que c'est complètement bidon. Voilà, je résume parce que, évidemment, je ne fais pas ça comme ça dans le livre et dans le film, il y a plein de documents qui le montrent. C'est une création des multinationales et qui est reprise par l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA par exemple en Europe, ou la FDA aux États-Unis. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des molécules en plus pour lesquelles ça ne marche pas du tout. Et pas du tout. C'est vraiment le cœur de cette enquête, notre présent quotidien, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui sont parmi les molécules chimiques. Certains types de molécules, ce sont des molécules de synthèse, utilisées par l'industrie pour plein de raisons différentes. Vous avez entendu parler certainement du bisphénol A, qu'on retrouvait dans les fibres en plastique. Là, on parle beaucoup des PFOA, des poils Tefal, là. Mais voilà, les phtalates, il y en a partout. Ce sont des hormones de synthèse. Et beaucoup d'herbicides sont des hormones de synthèse. Donc, évidemment, elles attaquent le développement de la plante. Ce qui est le cas du glyphosate, par exemple. C'est un perturbateur endocrinien parce que c'est une hormone de synthèse. Donc là, ce qu'on découvre, c'est que la fameuse DGA n'a aucun sens. Elle a vraiment zéro sens. Quoi. Parce que, comme ce sont des hormones de synthèse, eh bien, quel est le problème? C'est que quand une femme enceinte est exposée, donc on a pas mal d'études qui montrent que les femmes d'agriculteurs exposées aux herbicides dans la ferme ont beaucoup plus d'enfants qui ont le problème de malformation congénitale, etc. C'est ça le caractéristique des perturbateurs endocriniens, c'est quand on est exposé in utero, ces hormones de synthèse prennent la place des hormones naturelles qui sont indispensables pour le développement du fœtus. Et donc ça provoque un déraillement du système hormonal au sens large et endocrinien, qui se traduit par des cancers hormonaux dépendants, donc le cancer de la prostate. Je rappelle quand même que c'est reconnu comme maladie professionnelle dans le monde agricole depuis une dizaine d'années. Cancer de la prostate, cancer du sein, cancer des testicules, problème de reproduction, c'est-à-dire infertilité, stérilité, caractérisée, identifiée aussi dans les familles où on utilise beaucoup de pesticides, et puis troubles de la tension et obésité. Donc, pour ces molécules qui sont donc des hormones de synthèse, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est le moment de l'exposition à la substance. Et à des doses très très faibles, c'est-à-dire qu'en fait, à très forte dose, ils sont moins dangereux qu'à faible dose. Donc, vous voyez bien que la réglementation est absolument obsolète. Donc, c'est très inquiétant, mais voilà. Alors, en plus de ça, et c'est ce que j'ai découvert avec notre poison quotidien, c'est que toute cette réglementation qui ne sert pas à grand-chose, qui n'est que là pour donner une réponse à des citoyens qui se poseraient des questions, oui, vous savez, la dose moyenne acceptable, et puis aussi protéger les fabricants, etc. Eh bien, cette réglementation ne prévoit pas un autre phénomène qui est absolument évident. Vous avez parlé du nombre de véhicules utilisés, par exemple, chez les viticulteurs. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire le mélange de ces résidus de substances chimiques. Et vous verrez dans mon film, si vous regardez notre poisson quotidien, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où je viens de mettre libre d'accès, donc vous pouvez y aller, vous verrez en détail. Eh bien, l'effet cocktail, c'est terrible, c'est une vraie bombe. Et en fait, alors on fait des réglementations bidon avec des études fournies par l'industrie, mais qui ne tient pas compte en plus du fait qu'on est tous exposés à plein de molécules, elles interagissent entre elles et elles sont encore plus dangereuses quand elles interagissent. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Alors dans ce film, j'avais révélé l'histoire d'un paysan qui est devenu emblématique
alors notamment le combat contre Monsanto et les mensonges de Monsanto, c'est Paul François, le céréalier ici, qui, pour la première fois, c'est moi qui ai révélé son histoire, a été intoxiqué avec un herbicide de Monsanto, le lasso, utilisé dans ses champs de maïs. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, c'est que, eh bien, pour pouvoir établir nos DGA, les agences de réglementation demandent aux fabricants de faire des études. Il y a un vrai problème, en fait, parce qu'en fait, ce sont ceux qui payent les études qui vont ensuite servir dans la réglementation. Et en fait, on découvre, alors là, je fais très simple, mais très court, que les agences de réglementation ont une fâcheuse tendance à ignorer toutes les études indépendantes faites par des laboratoires indépendants et privilégier les études fournies par l'industrie qui sont en plus couvertes par le secret commercial. On n'a pas accès aux données des études faites par l'industrie. Donc, on les compte quand même, c'est vraiment un énorme problème. Et c'est tellement un problème qu'il y a un organisme à Lyon qui s'appelle le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, que j'ai bien sûr interviewé. Et j'en disais, c'est bizarre parce qu'ils sont censés donc évaluer le pouvoir cancérigène des substances chimiques qui sont dans l'environnement. Voilà. Alors, je découvre à l'époque qu'ils en ont évalué très peu. Et entre autres, très peu de pesticides, pour une raison très simple. Alors, très peu, je veux dire, on estime qu'il y a 100 000 de molécules chimiques qui ont débarqué dans notre environnement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils ont évalué qu'une vingtaine de produits chimiques. Et là, on se dit pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir faire leurs évaluations, ils ont besoin d'études qui sont publiées dans les journaux scientifiques avec comité de lecture, donc vraiment des études indépendantes. Mais les fabricants, ils ont bien compris qu'elles ne sont pas publiées, ne peuvent pas les publier, de toute façon, les données ne sont jamais accessibles. Vous voyez? Donc, comme il n'y a pas de données, on ne peut pas. Vous voyez? On ne peut pas dire il est cancérigène ou pas cancérigène ce produit parce qu'il n'y a pas les données pour pouvoir faire les évaluations. Et ça, c'est encore une stratégie développée par les fabricants, donc on n'allait pas voir de plus près ce qu'il en est de leurs produits. Ça, c'est quand même un énorme problème. Alors, tout ça a fait que, du coup, j'ai continué dans ma recherche et je me suis intéressé plus particulièrement toujours à Monsanto et au fameux Roundup et au glyphosate. Alors, je vais finir avec ça parce que le glyphosate, c'est vraiment, pour moi, je dis que c'est l'un des produits écocidaires les plus développés de l'époque chimique. C'est-à-dire qu'écocide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il affecte la santé du sol, des animaux et des humains. Voilà. Et des écosystèmes. Donc, il détruit la vie de toutes ses formes. Entre autres parce qu'il a plein de propriétés très inquiétantes. Il est cancérigène, ça c'est démontré par des études de Monsanto qui ont été cachées par Monsanto et certains ont réussi avec la main dessus. C'est aussi un produit qui est un perturbateur endocrinien, donc je vais vous en parler. C'est aussi un produit qui a une caractéristique assez rare, hein, c'est un chélateur de métaux. Donc, moi, je suis allé au Sri Lanka, par exemple, où on voit comment des riziculteurs qui utilisent le glyphosate sont atteints de maladies rénales très très graves en raison de capacité du glyphosate quand il est en contact avec, par exemple, de l'eau, de fixer tous les métaux lourds qui sont dans l'environnement et du coup, les gens s'empoisonnent. Et puis il affecte évidemment l'intestin. Donc, dans mon dernier film, Les microbes, j'ai parlé d'études qui ont été faites qui montrent que quand on a des résidus de glyphosate dans son organisme, et je rappelle que c'est le cas de tout le monde, voilà, eh bien, ça détruit certaines catégories de bactéries intestinales qui sont très importantes parce que si elles ne sont pas là, il y a certains messages qui ne sont pas envoyés au cerveau et ça donne Parkinson et Alzheimer, par exemple. Voilà. Ça, c'est merci glyphosate. Et puis, c'est aussi un antibiotique à large spectre, parce que Monsanto a obtenu un brevet pour ça. Et on n'en parle jamais. Donc, ça veut dire que quand on a des résidus de glyphosate, on a des résidus d'un antibiotique à très large spectre. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui fait que c'est un super désherbant, parce qu'il tue les bonnes bactéries du sol qui permettent aux plantes de se développer. Donc, voilà. Alors, vous voyez, c'est dans l'absolu. Juste pour compléter sur ce point-là, peut-être, pour différencier pour le public entre le Roundup, qui est un produit formulé, commercialisé, et le glyphosate, qui est la matière active à l'intérieur, Eric Ferralini, qui lui a eu plusieurs problèmes pour avoir dénoncé ça, a étudié l'ensemble des matières actives et des composés de ce produit-là. Et là, c'est que vous a présenté qu'une partie de ce qu'il peut y avoir, mais on a retrouvé de l'arsenic. J'allais dire, parce qu'en plus, la réglementation, elle
Je vous ai parlé de la DGA, tout ça c'est évident. Mais en plus, elle ne porte que sur la substance active, la matière active. Sauf que le Roundup, effectivement, il comprend, mais comme tous les herbicides, des adjuvants, et puis quand il est dégradé, la synthèse métabolique, et tout ça n'est absolument pas évalué. Alors, dans le cas du Roundup, il y a de l'arsenic, mais il y a beaucoup d'herbicides. En fait. Donc, vous voyez, ça sert vraiment à... Tout ça, on est dans un environnement qui, enfin, je veux dire, réglementaire, institutionnel, qui ne vise qu'à protéger les femmes. Qui ne vise pas du tout à protéger la santé des citoyens, parce que si c'est le cas, ces molécules devraient être interdites. Il n'y a aucun moyen de trouver une petite dose satisfaisante de poison qu'on peut ingérer tous les jours. Ça n'existe pas. Vous vous rendez compte à quel degré de... C'est impressionnant de voir à quel degré on est arrivé. On sait qu'on empoisonne tout le monde, et on vous fait croire qu'il y a une petite dose de poison, chaque molécule, qui pourrait être satisfaisante, qui ne rendrait pas malade. Sauf que tout ça, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Alors, pour finir, eh bien, moi je pense, je voulais citer une de mes grandes, on dit maître à penser, donc la maîtresse à penser, elle s'appelle Rachel Carson. Moi j'ai eu pris Rachel Carson avec les films, là, notamment celui sur Monsanto. Rachel Carson, c'était une biologiste du début des années 60. Et la première à avoir, elle a écrit un livre qui s'appelle Le printemps silencieux. La première à avoir constaté que c'est des choses avec des herbicides, des pesticides, etc., notamment le DDT, à l'époque utilisé partout, et ça avait un impact énorme sur les oiseaux, notamment, donc printemps silencieux, parce qu'on n'entend plus les oiseaux. Et à l'époque, elle terminait en disant, mais qu'est-ce qui va se passer avec les humains? Voilà, la réponse est là. La réponse est que si je vous fais lever la main, allez-y, levez la main, ceux qui connaissent une femme qui a un cancer du sein, ou qui a eu un cancer du sein, levez la main. Un année hécatombe. Voilà. Vous êtes 90% à lever la main. Moi, je raconte dans notre poison quotidien que un chef de service du CHU de Montpellier emmène tous ses internes voir une femme. Il n'a jamais vu ça dans ce service. C'est une femme de 32 ans qui a un cancer du sein. C'est un truc incroyable, exceptionnel. Enfin, on ne se rend même pas compte à quel point l'empoisonnement est général, parce que ce que je vous dis là, les résidus, les fameux résidus, eh bien, on les retrouve dans l'eau, on les retrouve sur les aliments, on les retrouve dans l'air, et puis on les retrouve dans notre organisme. Et en première ligne, il y a bien sûr les familles de paysans qui utilisent ces produits, mais les études montrent aussi que les riverains, il y a une étude extraordinaire en Californie, par exemple, qui montre que si vous vivez à moins de 500 mètres d'une exploitation qui utilise des pesticides, en plus c'est un État américain intéressant parce que c'est le seul État américain qui a une obligation, c'est que quand vous passez d'utiliser le privé, comme on dit, vous devez déclarer le jour, l'heure et l'endroit, et quelle molécule. Pour les scientifiques, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que on sait où, quand, comment, et en fait, on retrouve un risque accru de lymphonochitinien, par exemple, chez les riverains, qui est reconnu comme maladie professionnelle dans les agricoles aujourd'hui, c'est une sorte de leucémie, chez les riverains qui vivent tout près des zones d'épandage. Donc voilà, on est en train de payer très cher en termes de santé publique l'utilisation de ces molécules qui ne bénéficient et qui ne profitent, ils ont clairement qu'à ces multinationales et à leurs actionnaires. Il n'y a aucun intérêt, parce que moi j'ai fait un autre film qui s'appelle Moisson du futur, est-ce qu'il y a des alternatives à ce modèle? Et la réponse est oui. Et heureusement, et ça c'est une très bonne nouvelle, on peut évidemment nourrir le monde sans ces poisons agricoles, sans aucun poison agricole. Voilà. C'est ça que je voulais dire en quelques mots sur. Merci pour ces quelques mots de plus. Merci beaucoup. Fabien vous voulez apporter des compléments? Bon, ok. Donc, on va. Jean-Pierre, il y a une question dans la salle. Dans le fond, pardon. Bonjour. En tant que citoyen lambda, à part favoriser le bio, hormis voter écologiste, on manque de clés pour savoir comment s'engager. Voilà, c'est ma question.
Alors, plusieurs niveaux, voilà. Il y a plusieurs leviers possibles. Alors, évidemment, le levier, vous venez d'en parler, le levier, ben voilà, voter. Alors, moi, je vais vous dire franchement qu'on en a un gouvernement qui est l'un des pires qu'on a eu depuis. Ça vient, par exemple. Mais là, on est en train de revenir en arrière, c'est très, très inquiétant ce qui est en train de se passer. Et y compris de détricoter toutes ces connaissances, enfin, les mesures qui ont été prises quand même, pour dire compte du travail formidable fait par les scientifiques, comme a fait très bien. Ouais, c'est très important. Clairement, une offensive inouïe qui a lieu en ce moment, avec le ministre de l'Agriculture, on ne sait pas de quel chapeau elle sort, celle-là. Enfin, je vous dis franchement, un Premier ministre, alors, il est carrément du 19e siècle, peut-être du 18e, je ne sais pas quel siècle il est, mais enfin, ce n'est pas le nôtre, là. Et donc, c'est grave, quoi. Et là, aux manettes, il y a évidemment tous ceux qui défendent ces intérêts privés, bon, il y a bien sûr les multinationales, mais tout leur relais. Les syndicats majoritaires de l'agriculture, moi, j'ai dit un chat. Les grandes coopératives agricoles qui ont maintenant, d'ailleurs, à la grande tristesse de mon papa, qui a fait partie de ceux qui ont créé les premières coopératives agricoles au début des années 60, justement pour faire en sorte que les paysans contrôlent et qui ont été dévoyés, qui sont devenus d'énormes multinationales au même titre que les multinationales privées. Donc on est en train de faire marche arrière, voilà, ça c'est clair. Alors après, au niveau individuel, moi je dis toujours, il faut s'engager localement. Je fais des films là-dessus, qu'est-ce qu'on a le temps pour soutenir tous ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir, parce que moi j'ai beaucoup soutenu les lanceurs d'alerte, mais les lanceurs d'avenir, c'est ceux qui montrent qu'on peut faire autrement. Et donc, localement, s'engager dans des associations qui font. D'abord, c'est bon pour le moral, déjà, c'est bien. Et puis, personnellement, vraiment, là, j'ai dit clairement, il faut manger bio, bio, bio. Le dernier film que j'ai fait montre très clairement. Arrêtez d'aller acheter des aliments transformés, bourrés de résidus de pesticides, d'édulcorants, de je ne sais pas quoi, etc. Voilà, bio et local, et ça, quand même, quand on habite dans une Nouvelle-Aquitaine, on a les moyens de le faire, hein, en favorisant évidemment les circuits courts, aller sur les marchés, faire la partie de la MAP, aller voir les producteurs locaux qui travaillent bien et pour les soutenir aussi, hein, ça c'est compréhensible. Ce sera bon pour la santé aussi physique et mentale. Merci. Peut-être vous inviter à poser des questions ou faire des commentaires par rapport à la présentation de Fabienne, puisque ce temps d'échange qu'on avait spécifique, qu'on avait annoncé, on n'y est pas pour l'instant. Oui. Plus largement, c'est par rapport à la classe ouvrière, par rapport à ce qui nous réunit aussi ce matin. Voilà, la communication était prévue pour voir comment on fait avec ceux qui font aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on n'était pas au niveau macro, enfin, pour la demande ce matin, donc ça va. Merci. Hop. Oui, allô. Il est aussi. Hop. Ok, ça marche. Vous m'entendez? Ah oui, ok, bon, super. Ok, ouais, c'est pas du tout la même revenu tout à l'heure. Là, vous m'entendez? Ouais. Un, deux, trois. Merci. Ok. Oui, pour recentrer le débat, parce que voilà, je travaille à l'INSERM depuis 10 ans, on a toutes les études qui ont été faites, Isabelle Vallier, etc., de toute la communauté de chercheurs, mais aujourd'hui, ou dans cette matinée, parce que c'est ça le programme pour cet après-midi, d'ouvrir aussi le débat avec le public, ce qui a été déjà dit par monsieur, je comprends tout à chacun, c'est ce qui vous intéresse. Et là, c'était voilà, de travailler de comment on fait, et aujourd'hui, c'était par rapport à la classe ouvrière, qui fait quoi, qui est ouvrier de quoi, c'est pour ça que je vous ai montré que pour moi, les viticulteurs pourraient être des ouvriers aussi du système. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pour répondre à madame, et en complément de ce qui a été dit précédemment, par rapport à la PAC, à la politique agricole commune, quand ça a été demandé de voter, qu'il y a eu de demandes d'aide, qu'est-ce qui a été privilégié? Quelle agriculture on a aidé? Donc là, ça se passe aussi chaque jour en mangeant, ce qu'on mange, bien sûr, c'est une forme d'acte de vote, mais aussi qui on va élire, et qu'est-ce qu'on fait au niveau pour faire entendre ces voix-là au niveau des gouvernements et de l'Europe et du marché. Des questions par rapport aux EPI. En fait, là, vous avez montré un bébé qui était complètement habillé lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait l'été. Est-ce qu'il y a ces équipements? Est-ce qu'il ne se plaît pas quelque part dans un confort? Et si oui, est-ce qu'il
On va répondre tous les deux, du coup, comme c'était transverse. Merci pour cette question. Juste en filmant, moi-même, à 30 degrés, un après-midi, dans l'exploitation 3, que vous trouvez dans le film, et on le voit, j'ai fait un début de syncope. J'étais équipée de la combinaison, les bottes, j'avais le masque de protection, je filmais, donc j'étais pas en train de... J'étais active, je travaillais. Il me dit, tu n'étais pas en train de travailler, mais je filmais quand même. Lui, il travaillait parce qu'il était en train de faire les produits, de monter, descendre. Il avait une activité physique toute mieux que la mienne. Cependant, moi, j'étais peut-être moins habituée, en tous les cas, rien que de le vivre et de mettre ces équipements qui étaient ceux qui étaient recommandés dans les conditions selon les guides de bonne pratique. Je voulais aussi me préserver. Et bien, j'ai commencé à être toute rouge, à avoir très très froid, à glacer. J'ai appelé Alain Garrigou, qui était mon directeur de recherche à l'époque. Je lui ai dit voilà, qu'est-ce que je fais, comment? Et du coup, là, j'ai dû me reposer. C'est l'agriculteur qui a pris soin de moi, du coup, pour me mettre de côté. Donc, ça, c'est un témoignage, mais Alain Garrigou avait montré. Et si vous regardez Résonance, on voit ce moment où je détaille. Voilà, je détaille. Mais ça, c'était une entrée qui m'a permis, parce qu'ils m'ont dit, ceux qui disent qu'il faut mettre des EPI, ils ne viennent pas sur le terrain. Voilà, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas eux-mêmes vécu ça. Et Alain avait montré dans les champs de bananes et autres comment les gens pouvaient transpirer avec ces EPI, comment c'est pas possible sous des conditions climatiques, tropicales ou autres, donc pour qui ça a été conçu, à quel moment. Encore une fois, ce n'est pas testé. David va compléter la réponse. Oui, c'est ça. Si on choisit de mettre un EPI pour se protéger du risque de cause un risque de stress thermique et donc un autre risque pour la santé. C'est la raison pour laquelle nous, dans certaines activités, on pense qu'il n'est pas possible de porter des EPI. Donc, si on doit faire une activité avec un pesticide en présence et que ce n'est pas possible, alors il faudrait retirer cette molécule du marché. On parlait de la combinaison, là, juste pour l'étude qu'on mène avec les viticulteurs. Hein, donc, nous, on testait des gants de protection pour les travaux de rentrée. On a parlé tout à l'heure de dire qui dit délai de rentrée expiré ne dit pas forcément manipulation sécuritaire hein, dans les champs traités. Donc, ça sous-entend de mettre des gants, ne serait-ce que les gants hein, pour faire certaines opérations. Au-delà du problème de stress thermique, hein, ça peut vous empêcher de manipuler les choses que vous devez manipuler correctement, un problème de dextérité, quelque part. Donc, nous, dans nos études, quand on fait tester des gants, forcément, on fait du protocole expérimental, on va gêner les gens un petit peu dans leurs activités, ce qui fait que très, très vite, ils vont enlever les gants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire porter toute la journée notre petit protocole expérimental parce que ça les gêne dans le travail. Et pendant qu'on testait des gants, on testait aussi des vêtements de protection, alors qu'ils étaient a priori tels que vendus faits pour les travaux de réentrée. Hein. On avait prévu un certain nombre d'échantillons autour de ces vêtements, mais on n'a pas réussi à recruter suffisamment de personnes hein, pour porter ça, parce que quand on travaille en réentrée, on commence très tôt à 6 heures, donc de 6 heures à 7 heures, ça va, on peut porter ces vêtements. Et après 7 heures, quand le soleil cogne, c'est juste impossible, quand bien même ces vêtements ont été spécialement pour ça. Pour l'histoire, les vêtements en question, là, il y a une remise en cause de la norme en question, et ils ne sont même plus vendus. Et rappelons que la plupart des produits phytopharmaceutiques sur le marché français ne seraient pas en vente libre s'il n'y avait pas cette condition de port des EPI obligatoires. Oui, c'est vendu comme si tous les applicateurs allaient les porter, alors que je trouve toujours le rapport avec les EPI, comment ils sont portés, la réalité, comment ils sont testés. Je trouve dans le cas que vous avez montré, c'est jamais fiable à 100%. Ils sont toujours un peu plus exposés que ce qu'ils devraient être. Sur l'ensemble, on n'a pas des statistiques ou ce genre de choses pour savoir si c'est la majorité qui l'utilisent mal, et s'ils sont beaucoup plus exposés. Et, comment dire, sur, par exemple, 100%, est-ce qu'il y a 80% qui utilisent mal leur pays, qui travaillent et qui sont plus exposés que ce qu'ils devraient être? En gros, comment dire, qui remplissent pas les conditions pour travailler en sécurité. Merci pour la question. Je vais essayer de l'aborder d'un autre point de vue, c'est celui que j'ai essayé de vous amener aujourd'hui. Désolée si je ne vous réponds pas directement. Donc déjà, ce n'est pas par rapport à utiliser mal, c'est plutôt les
équipements eux-mêmes, dans les fiches de données, c'est marqué qu'à 95%, ils ne sont pas efficaces déjà. Enfin, qu'ils ne sont pas efficaces à 5%. Ils sont efficaces au maximum à 95%. L'équipement lui-même, pas la personne. Donc, ce que vous me parlez, est-ce que pour moi, c'est une approche comportementaliste, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer le comportement des gens et de voir ce qu'ils font mal. Essayer de vous montrer dedans que ce n'est pas possible, c'est pas mal, c'est que ce n'est pas possible de faire autrement dans les conditions réelles. Donc, pour vous répondre, moi, je n'ai pas de chiffres sur faire mal, puisque je ne m'intéresse pas à comment ils font mal, je m'intéresse plutôt à ce qu'ils font bien et comment leurs pratiques d'eau vertueuse, elles peuvent être diffusées et comment on peut changer au niveau organisationnel et limiter l'usage de ces produits. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne vous réponds pas directement, peut-être que mon collègue aura des... Non, je confirme, il ne s'agit pas de mal utiliser, c'est ce qui est réaliste de pouvoir utiliser correctement ces EPI avec les conditions réelles du travail. Et quand bien même ça serait possible de bien l'utiliser, est-ce que tout le monde a accès à ces milieux de travail idéaux? C'est plutôt ça la question. Je pense que non. Je n'ai pas de pourcentage à te donner en termes de gens qui font bien ou mal les choses là. Ce que je pourrais essayer de te répondre, c'est que je vous ai parlé du modèle d'évaluation avec des conditions très contrôlées pour fabriquer ce modèle. Ce qu'on essaie de faire maintenant, là, avec les outils, c'est-à-dire que est-ce que ce modèle il va couvrir finalement tous les cas possibles d'exposition en ce moment, avec les solutions actuelles telles que les EPI. Plus ça va, plus on publie des choses sur le fait de dire que ça ne couvre pas toutes les situations. Donc, quand bien même on fait des jolies choses en conditions contrôlées, je crois que c'est... Il n'y a pas d'autre choix. On n'arrivera jamais à couvrir toutes les situations d'exposition à travers toutes les exploitations. Donc, ça questionne, oui, l'intérêt du modèle, l'intérêt des solutions techniques qu'on propose, leur pérennisation. Alors, la solution simple, c'est d'arrêter d'utiliser les pesticides. Peut-être changer des molécules pour des molécules moins toxiques si c'est éventuellement possible. Là, mais du côté des EPI, encore une fois, ce n'est pas une barrière infranchissable en aucun cas en tant que telle. Parce qu'il y a une interaction, quelle qu'elle soit, entre le porteur et cet EPI. C'est pour ça que c'est dans le bas de l'échelle de la hiérarchie des moyens de prévention. Comment dire, le seul moyen, si on laisse de côté l'interdiction ou la substitution, là, c'est franchement de réduire le fardeau de la responsabilité qu'on impose à ces EPI. Ça ne protège pas à 100%. Dans les tables, c'est 80-90%, peu importe. Là, mais quand bien même ça ne protégeait pas à 100%, il faudrait, quand je dis réduire la charge, le poids sur ça, c'est que quelle que soit la molécule qu'on utilise, quand bien même on n'est pas protégé à 30%, il n'y a pas de risque avec le mot acceptable derrière. Et là, on n'est pas là. Oui, bonjour. Moi, je suis fils d'agriculteur céréalier du sud des Landes, céréalier polyculture élevage, disons. Et moi, j'ai fait ces traitements dans les années 90 en short et en t-shirt, dans le maïs, dans les parcelles de tarots fruitiers. Voilà, dans les dernières années, on mettait un masque, mais un masque qu'on lavait jamais, enfin voilà, comme ça. Et puis sur un agriculteur, sur un tracteur, il n'y avait pas de cabine. Voilà. Donc je les ai fait très souvent, ces traitements. Et à l'époque, il n'y avait aucune information sur tout ça. Et aujourd'hui, mes potes qui continuent à être agriculteurs ne respectent pas toutes ces normes, c'est clair. Et je vois pas, quand j'y réfléchis, je vois pas comment faire en fait, parce que c'est des gens qui sont pris dans de telles contraintes réglementaires, financières, etc., que il y a un peu de contraintes, certes, mais comme vous l'avez dit, ces contraintes, en fait, c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, s'il n'y a pas d'encouragement à un moment donné, d'encouragement financier, parce que c'est des gens qui ils sont prêts. Enfin, je veux dire, quand on est un petit agriculteur et qu'on fait tourner son business comme ça, de père en fils, on est habitué à changer, à essayer d'envisager des choses qui soient. Voilà, donc c'est des gens qui sont ouverts au changement naturellement. Sauf que dans tout le système de l'agriculture, les banques, les coopératives, etc., il n'y a rien qui les encourage à changer de système, en fait. Ils ont toutes les semaines chez eux les représentants des coopératives.
ils ont les banques, etc. Et personne ne les encourage. Et donc, il faut, tant qu'il n'y aura pas d'encouragement, mais financier, je pense, parce que leurs exploitations sont toujours sur des équilibres instables, en fait, ça va se passer. Et ces gens-là continuent à être soumis à tout ça, quoi. Et peut-être qu'ils ont plutôt des combinaisons que des shorts et des t-shirts, comme moi je les avais, et comme ils les avaient aussi dans les années 90, mais ça ne protège pas vraiment, quoi. Moi, je pense que c'est ça, c'est la question fondamentale, en fait. Ça, moi, je disais que je ne donne pas la pierre à mon père à l'époque, etc. Bien sûr. Parce que, comme vous le dites, d'abord, les incitations financières ne vont pas dans le bon sens. Déjà, c'est des subventions, les subventions, c'est la superficie, quelque chose qu'on fait dessus. Donc, évidemment, et il faudrait faire ce qu'on a fait quand moi je suis né en 1960 sur une ferme du Poitou. En 62, c'était la loi d'orientation agricole, Pisani, etc., Debré. Et on y est allé avec vraiment une politique très volontariste pour transformer ce que M. Debré a appelé à l'époque l'agriculture obsolète, ce qui était assez incroyable, des modèles familiaux, hein, polyculture, élevage, et beaucoup plus autonome évidemment, parce qu'il y a une autonomie dans ces fermes-là. Et donc on peut faire la même chose. Vous avez tout à fait raison, on ne pourra pas changer si on n'encourage pas financièrement. Si on n'aborde pas la question de la dette, qu'est-ce qu'on fait de la dette de tous vos collègues, hein, mes cousins, parce que moi j'ai ma famille dans l'agriculture, voilà, il faudrait, donc si on aimerait une nouvelle loi d'orientation agricole pour accompagner le changement de modèle, je suis d'accord avec vous, il y en a plein qui sont prêts. Pas des très 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 gros céréaliers ou très gros, parce qu'eux, ils sont même plus agriculteurs. Hein. D'ailleurs, par rapport à la classe ouvrière, c'est très intéressant, parce que c'est pas eux qui passent les produits dans les champs. Hein. Ils envoient au casse-pipe, vous voyez, des gens. Voilà. Donc, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui, encore qui se considèrent véritablement comme agriculteurs, comme paysans, qui est un que je préfère, moi, on y est à ce moment-là. Et ils sont nombreux. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un agriculteur qui se suscite tous les 2 jours. Hein. Il y a vraiment un grand malaise dans l'agriculture. Que 50% des agriculteurs de ce pays gagnent moins de 500 € par mois. Donc, voilà, c'est très. On parle de l'agriculture, mais en fait, il y a plein d'agricultures différentes. Mais la grande majorité, en tout cas, serait prête à changer. D'abord parce qu'ils en ont marre de travailler comme des malades pour des revenus extrêmement incertains, n'est-ce pas, ils se rendent bien compte quand même hein, que ces produits, on les a encouragés à utiliser massivement, il y a un impact. Ils sont montrés du doigt, c'est très dur psychologiquement aussi. Et la seule chose, c'est qu'on ne peut pas changer tout ça parce qu'il y a la dette. Comment on fait pour changer de métier? Moi, mon frère, par exemple, quand il décide de passer en bio après le Monsanto, il avait fait tout le cursus agricole, maison familiale, institut, ensuite au CNAM, ingénieur agronome, la totale. Là. Comme il dit, moi je savais combien de litres de Roundup il fallait sur un champ. Quand il a voulu passer en bio, il a appris un autre métier, carrément un autre métier. C'est ce qui je l'ai fait venir dans l'émission de CO2 Monamo pour qu'il raconte ça, justement. Un autre métier. Donc, on ne change pas de métier comme ça. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Tant qu'il n'y aura pas cette volonté vraiment politique d'accompagner la transition agricole, ça va être difficile d'y arriver. Parce qu'on ne peut pas tout seul. Je suis bien d'accord. Quelle agriculture on soutient par le pouvoir public. Une question, à savoir d'atteindre les nouvelles générations actuelles sur ces financements et sur la question de santé publique. Est-ce que vous avez un retour, je dirais, dans le cadre d'opinion, dans le cadre sociologique Madame Robin, oui. Les jeunes agriculteurs, vous voulez parler de la société civile alors, parce que c'est intéressant aussi, moi j'étais dans un lycée agricole, je fais beaucoup de lycées agricoles. Quand on m'invite, j'y vais présenter les différents films. Donc, l'année, c'était Vitémicron, parce que ce film, pour ceux qui n'ont pas vu, Vitémicron montre que justement, quand on est né dans une ferme traditionnelle, polyculture élevage, il y a des vaches qui mangent de l'herbe, il n'y a pas d'asthme, d'allergie, ça s'appelle l'effet de la ferme, très bien documenté, donc c'est pas une bonne nouvelle. Ce modèle traditionnel, hein, donc d'agriculture, donc c'est un style de vie aussi, hein, les enfants sont en contact avec des animaux de la ferme, on boit du lait cru, on mange du fromage, tout ça c'est très bien démontré. Donc je présente ce film en ce moment dans pas mal de lycées, y compris agricoles. Alors c'est intéressant parce que dans les lycées agricoles, il y a vraiment, moi qui suis de paysans, je trouve ça absolument impressionnant de voir les jeunes fascinés par les machines, alors une vraie fascination, quoi, hein, avec une espèce de concurrence qu'il y a aujourd'hui, qui est aussi
et que l'on privait gros. Voilà. Ça, c'est vraiment un vrai problème, véritablement. Hein. Et encouragé, évidemment, hein, parce que c'est un endettement, etc. etc. Voilà. On retrouve ça beaucoup moins dans les grandes écoles d'agronomie. Enfin, je veux dire, les écoles où on fait des ingénieurs agronomes, voilà, qui sont beaucoup plus conscients de ces enjeux-là. Voilà. Alors après, la société civile, qu'est-ce qu'elle attend de l'agriculture? Ben, ça, c'est pareil. Hein. Il y a de plus en plus je pense, de jeunes quand même qui sont conscients que ce modèle agricole, c'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour la biodiversité, c'est pas bon pour la santé aussi. Après, ben, c'est toujours pareil. Comment on rend disponible? Il faut encourager l'agriculture biologique, ok. Et on dit souvent, ah oui, mais c'est pour les riches et tout. Moi, j'habite en 93, c'est pas le département de France. J'ai assisté à un atelier qui a eu lieu à Saint-Denis. Justement, la question, c'est est-ce qu'on peut nourrir des familles à revenus modestes avec de l'agriculture bio? La réponse est oui, à condition d'avoir des fermes open, où on peut avoir directement accès à des aliments, ou des jardins partagés, ou des jardins ouvriers, ou des lieux où on vend en vrac. Et on peut acheter 5 kg de farine, 5 kg de pois chiches en vrac, vous voyez, et à condition de manger beaucoup moins de viande et de ne plus aller au supermarché du tout. C'est ça qui coûte cher, ça surgelé et tout ça. Et en fait, on y arrive. Et pourtant, c'était dans une cité, j'insiste à ce que je veux dire, voilà, vraiment des milieux très favorisés. Donc voilà, mais il faut vraiment expliquer partout, chez les jeunes, les étudiants et tout, parce qu'ils ont un doute sur le fait qu'il y a un lien entre cette exposition à tous ces produits chimiques et la santé, quoi. Hein. L'asthme et les allergies, c'est pareil. J'ai fait le test avec le cancer du sein. Mais non, le dernier test que je fais, c'est lié avec l'huile des microbes. Levez la main si vous connaissez quelqu'un qui a de l'asthme ou des allergies. Voilà. Alors, moi, j'ai fait ça dans un lycée à Montaigu, en Vendée, où je présentais les microbes devant 200 élèves de première. Et pareil, ça lève la main, 80%. Et moi, vous savez, quand j'avais 16 ans, quand j'avais votre âge, le lycée appartenait dans les Deux-Sèvres, si on avait fait lever la main, une personne aurait levé la main. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a plus de microbes, que les herbicides sont passés par là, qu'on aseptise les aliments, que vous voyez, qu'on mange que des trucs achetés dans le supermarché, qu'on va trop au McDo, enfin, pas y aller du tout, donc c'est simple, clair et net, hein, etc. Tous les kebabs, les je sais pas quoi, et tous ces trucs de mauvaise qualité. Et voilà, et trop d'antibiotiques aussi, parce qu'il y en a partie de. Voilà. Voilà, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'allergies, maladies de Crohn, etc. Oui, et tout ça, c'est bien identifié, les scientifiques ont fait leur boulot. Maintenant, il faut que ces infos circulent. On va faire mon boulot, des films, des livres, etc. Et les chercheurs qui font leur boulot. Le problème, moi, je connais beaucoup de chercheurs, je ne sais pas si c'est d'accord avec ça, mais ils n'en peuvent plus d'accumuler les données. Ça ne suit pas avec les actions, les mesures. Et il y a un moment, ça va, quoi. C'est comme pour le climat, on va continuer à faire encore des milliers d'études. Pour ce qui est de la santé, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut que les politiques prennent leur part. Et voilà, ils arrêtent de privilégier les intérêts privés de le pays et aussi. Merci pour ces éléments. Il nous reste quelques minutes. Oui, il y a deux demandes de prise de parole. Pour les étudiants, j'insiste sur l'intérêt, de mon point de vue, de la présentation qui est faite par Fabienne par rapport à la question de la prévention. Hein. C'est extrêmement important, on en parle, nous, les enseignants, dans nos cours, mais extrêmement important de prendre conscience que si on ne comprend pas la complexité du travail, des arbitrages, des choix, des logiques qui sont présentes sur l'exploitation, on ne fait pas de prévention. C'est de la pseudo-prévention. On recommande des équipements, par exemple, de protection individuelle qui ne seront pas portés. Donc, on ne fait pas de prévention. Je m'arrête là. Donc, on change le pansement, mais on ne passe pas le changement. Rothman, c'est pas bon. Excuse-moi, il faut absolument que j'ajoute un truc sur le bio. J'ai le micro, voilà, ça prend le pouvoir, vous voyez. Pardon, rapidement. Juste pour le dire, ça veut dire qu'on a parlé de bio et on est dans un truc un peu dichotomique bio, pas bio. Attention, quand même, les labels bio, il y en a plusieurs, et tout ça est aussi une industrie. Voilà. Tout le monde est convaincu, mais on dit quand même quelques mots sur cette industrie, c'est-à-dire que pour avoir travaillé avec beaucoup d'agriculteurs bio, en bio aussi, on traite, mais avec quels produits, lesquels, qu'est-ce qui apparaît ou pas. Donc, il y a
plus intéressant, je vous propose d'être humain, d'aller voir les gens qui produisent ce que vous mangez, de les rencontrer, de voir ce qu'ils cultivent, de vous intéresser à leur métier. Moi, je voudrais juste, pour terminer, non pas poser une nouvelle question parce qu'on n'aura pas le temps, mais remercier Fabienne et remercier Ludovic, remercier aussi Monique, mais surtout vous, en tant que chercheur, parce que ce que vous nous avez offert comme démarche scientifique, c'est une démarche qui ne se contente pas de regarder un acteur particulier, mais qui regarde tous les acteurs qui sont concernés par une problématique et qui essaye de construire avec ces acteurs et non pas en décidant de je sais quelle planète, quel va être le mode de société dans lequel on doit vivre ou on doit choisir, mais comment on construit ensemble cette société pour l'avenir. Merci. Sur le travail de Fabienne et en lien aussi avec tout le débat politique, c'est que moi je pense aussi, alors je suis ergonome aussi, donc on pratique des méthodes aussi très près des gens et du travail, mais que probablement ce qui peut faire bouger des choses à des niveaux politiques même plus macro, c'est aussi de travailler avec les gens, par les gens, du point de vue des gens. Voilà. C'est aussi, je pense aussi aux étudiants, c'est une façon de faire bouger des choses à différents niveaux et de travailler sur ces appropriations, c'est de retravailler aussi la relation dans les transformations du travail, qui sont des transformations sociales, qui sont des transformations politiques. Donc, tous ces niveaux sont articulés. Donc, je pense que ces travaux-là, scientifiques, de terrain très près des gens, ils ont des impacts aussi importants au niveau de vraiment des transformations à toutes les échelles. Alors, on vient de nous alerter à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait vraiment qu'on